Laurana, bienvenue sur TNTV pour votre journal. Voici les titres. Justice d'abord avec la condamnation de René Temiharo pour dégradation mais pas pour harcèlement. Le tribunal correctionnel de Papeete a rendu sa décision aujourd'hui. Nous vous emmènerons au cœur d'un service essentiel mais peu connu, l'unité médico-judiciaire du CHPF. Un reportage en immersion auprès des équipes qui accueillent et accompagnent les victimes de violences intrafamiliales. Direction Raiatea ensuite, à Uturoa précisément. Un conseil municipal extraordinaire s'est tenu hier soir avec à la clé une destitution du 3e adjoint au maire. C'est à suivre dans ce journal. Et pour refermer cette édition, place au sport et à la transmission. Après plusieurs années d'attente, une formation de coach de VAA a été relancée. Premier diplôme le mois prochain. Un élu, une affaire personnelle, une décision de justice. René Temiharo a été condamné à 50 000 francs d'amende pour des faits de dégradation sur fond de conflit avec son ex-conjointe. Les détails de cette décision judiciaire avec Sam Teinauri et Matai Horei. René Temiharo est apparu serein ce matin au tribunal de Papeete après avoir expliqué le contexte des faits et exprimé des regrets. La procureure de la République a eu du mal à fixer le quantum de la peine. Elle a estimé qu'on ne pouvait pas lui reprocher l'effet de harcèlement car le fait d'avoir placé à 3 reprises un tracker de type AirTag dans la voiture de son ex-compagne n'est pas de nature à nuire à sa dignité, sa santé psychologique ou physique. Il n'y a eu qu'un seul épisode de violence à l'encontre du nouvel amant. René Temiharo a reconnu avoir eu un accès de colère et des gestes déplacés qui ont cassé une table en plastique et la bouteille de vin et les verres qui étaient placés dessus. Les faits de violence n'ont pas été retenus dans la procédure. Le maximum qui pouvait lui être infligé est une amende de 50 000 francs pour dégradation de biens d'autrui. Je pense qu'effectivement le tribunal a voulu recadrer, ne pas faire de ce dossier un dossier politique, comme ça avait été, je pense, un petit peu le cas au départ quand on avait vu dans la presse. Alors bien sûr, c'est tout à fait normal que la presse s'empare d'un dossier comme ça, mais au départ, c'était pas du tout ça. C'était violence, il était sorti de garde à vue, il allait passer pour violence, enfin il passait pour effectivement quelqu'un qu'il n'est pas. La Cour a condamné René Temiharo à une amende de 50 000 francs. Il devra payer 30 000 francs au nouvel amant de son ex-compagne pour rembourser la table, la bouteille et les verres cassés. Il a été relaxé pour les faits de harcèlement. Et retrouvez cette affaire sur tntvnews.pf. Justice toujours, ce matin à Papeete, le directeur général des services de la mairie, Joël Moux, a été entendu par un juge d'instruction. Une audition dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire suite au décès d'un homme écrasé par un arbre. C'était en juillet 2024 à Paofey. Le maire de Papeete, Michel Buyard, sera auditionné sans doute demain. Et en bref, aux Marquises, les recherches engagées après la disparition d'un passager du navire de croisière Starbreeze ont été suspendues. Malgré un important dispositif mobilisé depuis lundi, aucune trace de l'homme n'a été retrouvée. Autre fait divers, le corps sans vie d'un homme de 67 ans retrouvé lundi en bord de mer à Veirao. L'information a été révélée par nos confrères de Polynésie la Première. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Hier soir, l'Université de la Polynésie française a ouvert la semaine du droit pénal. 5 jours d'échanges consacrés aux violences intrafamiliales. Les dernières avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes ont été présentées lors de la soirée inaugurale. Sam Teinauri. Un arrêt pénal, un arrêt civil sur la même situation. Face à un public d'étudiants et de professionnels du droit, la première présidente de la Cour d'appel de Papeete a présenté les éléments du rapport qu'elle a soumis en novembre dernier au garde des Sceaux. Il a été approuvé et va être expérimenté dans certaines juridictions, dont la Polynésie française. Dans la pratique, ce rapport préconise de joindre les juridictions pénales et civiles lors d'un même procès. L'objectif est d'écourter les délais de traitement, notamment des affaires de violence intrafamiliales.
Alors en Polynésie française, j'ai décidé, quand je suis arrivée il y a tout juste un an, de proposer cette organisation à la Cour d'appel. Et nous allons donc trouver des dossiers que nous pourrons juger de cette façon. Mais en Polynésie, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'en métropole parce qu'il faut trouver des dossiers qui correspondent à cette façon de juger. Or, nous avons globalement peu de dossiers, moins de dossiers qui arrivent en appel, au pénal et au civil en même temps. Donc c'est une difficulté procédurale pour nous, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est avoir cette envie, cette intention de juger le pénal et le civil en même temps. Ce procédé vient renforcer les dernières innovations mises en place par le duo Gwenola Jolikos et Minari Galnon, qui avait lancé en novembre dernier le premier observatoire des violences intrafamiliales en Polynésie, un outil qui permet surtout d'orienter les politiques publiques et pénales. Dès le mois de février, le pays va lancer le Conseil des hommes, un organisme qui travaillera surtout sur la réduction des violences des hommes envers les femmes. Dans le prolongement de la semaine consacrée aux violences intrafamiliales, TNTV vous emmène au cœur de l'unité médico-judiciaire de l'hôpital du Taoné, un service essentiel qui accueille les victimes, collecte les preuves pour la justice et accompagne des personnes en grande vulnérabilité. C'est le grand format de la rédaction, Nicolas Pérez. Est-ce qu'il t'a déjà donné des coups de poing ou des coups de pied, des gifles? Oui. Est-ce qu'il t'a déjà étranglé? Pris par la gorge, oui. Est-ce qu'il t'a déjà tiré les cheveux? Ah oui. Début de relation, mais là il m'avait carrément tiré par les cheveux, claqué contre le mur, il m'a par terre gelé de coups. Depuis sa création en 2022, l'unité médico-judiciaire compte parmi ses nombreuses missions celle de prendre en charge les victimes ou auteurs de violences intrafamiliales. Des actes médicaux sont réalisés quotidiennement, 24 heures sur 24, à la demande des forces de l'ordre et des autorités judiciaires. C'est un service médical qui collabore avec la justice. Donc on va assurer en fait tous les examens médico-légaux des victimes, mineures ou majeures, et sur demande de la justice. Donc on va effectuer des constatations médico-légales qui vont rentrer dans le cadre d'enquête pénale. Le but de la consultation, ça va moins être le soin, comme chez un médecin classique, que des constatations finalement. D'accord ? Et donc, pendant cette consultation, tu vas d'abord passer un peu de temps avec moi. Moi, je vais te poser quelques questions. Et ensuite, donc, on ira voir le médecin et lui va constater les lésions s'il y en a. Chaque année, près de 500 femmes témoignent devant le tribunal correctionnel de Papeete de violences conjugales qu'elles subissent. On t'a demandé de venir par rapport à la plainte que tu as déposée. Déjà, c'est une très bonne chose. Bravo, c'est pas facile. Là, c'est la troisième fois que je me suis pas dépitée. Ouais, ben, c'est bien. Parce que c'est un pas difficile à sauter, mais c'est courageux. Mais c'était la bonne chose à faire. Dans les violences conjugales, on sait à quel point l'emprise peut être énorme. Et justement, souvent, ces femmes-là, elles vont pas parler, elles vont pas oser parler, soit par peur, soit parce que à force de dénigrement, elles sont plus elles-mêmes et elles osent même plus en parler. Et je sais même pas, pour certaines, je pense qu'elles se rendent même plus compte de la gravité de ce qui leur arrive et du fait que ça devrait pas arriver et qu'elles ont le droit d'en parler et qu'elles ont le droit de demander à ce que ça s'arrête. L'unité médico-judiciaire est composée de 5 agents, 2 médecins, 2 infirmières et d'une secrétaire bilingue. Chaque jour, une dizaine de patients sont entendus et auscultés pour que justice soit faite. J'espère que ça a un effet et que les femmes entendent, voient et savent maintenant que oui, il existe quelque chose, qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent les aider, et puis surtout qu'elles ont le droit d'en parler parce que c'est pas normal. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et on fait partie du maillon de cette chaîne et j'espère que ça fera avancer les mentalités, ça c'est certain. Pour favoriser la confiance des victimes, le chef de service souhaite s'appuyer sur une présence féminine plus accrue, notamment lors d'interventions de nuit. Nous, en tant que médecins, on peut le faire, mais encore une fois, on n'aura jamais l'approche d'une femme pour commencer à la mettre en confiance. Et c'est cette confiance-là qui nous permettra de réaliser un examen dans de bonnes conditions et que la personne sera satisfaite. Quand on prend en charge une victime à 2h ou 3h du matin et qu'on est tout seul comme médecin et on est obligé de faire effectivement appel aux personnels des urgences et qui ont d'autres missions en fait. Coups, insultes ou menaces sont le lot quotidien de ces femmes et de leurs enfants. Mais la violence ne s'exprime pas forcément par les coups. Il t'a déjà menacé de te prendre les enfants? Mais tous les jours. Encore hier, encore ce matin. Donc du coup, les enfants, ils sont là, maman, mais
Je dis, mais ne vous inquiétez pas, les enfants, ça va aller. J'essaie de les rassurer tant bien que mal. Les deux grands ont pleuré hier. Parfois, il n'y a même pas de violence physique, mais pour autant, il y a énormément de violence psychologique et ça détruit presque tout autant. Il y a un danger moindre physiquement, mais il y a un danger et il y a un vrai danger psychologique. Ouais. En 2025, l'unité médico-judiciaire de l'hôpital du Taonnet a fait l'objet de près de 2800 réquisitions judiciaires de victimes ou auteurs d'infractions pénales. 20% étaient des mineurs. Et dans l'actualité politique, le Tapura alerte sur la situation d'Erthitinouiwi. Le parti s'appuie sur un courrier de salariés évoquant des problèmes de gouvernance et de management. Il demande des clarifications rapides de l'exécutif sur l'avenir de la compagnie. Prévenir le suicide et libérer la parole. Le Mahana Day sera lancé le 5 février prochain, une initiative de l'association SOS Suicide soutenue par la députée Nicole Sanker, une action de prévention destinée à sensibiliser la population, notamment les plus jeunes. Thomas Chabrol. Le suicide est une cause importante de mortalité en Polynésie. 30 à 40 décès sont recensés chaque année et les tentatives tendent à augmenter, notamment chez les jeunes. Pour renouer du lien social et familial, l'association SOS Suicide et la députée Nicole Sanker organisent le 5 février un nouvel événement, le Mahana Day, à l'école hôtelière de Tahiti. Une journée pour réveiller la conscience et la bienveillance des collégiens et lycéens. Question, ça va, t'allais pas bien ce matin. Il y aura donc des délégués par établissement. On a eu l'agrément de la DG2E qui seront là, qui seront des ambassadeurs des collèges, des lycées et qui seront sensibilisés sur comment reconnaître la personne qui vit un mal-être et ensuite comment prendre en charge. Pour ouvrir le débat, un court-métrage de prévention sera diffusé aux participants. Élèves et parents pourront échanger tout au long de cette journée avec des associations et des professionnels de santé. Objectif, briser le silence pour préparer un plan de prévention du suicide. Le mal-être d'un jeune peut venir d'addiction, de maltraitance, de violence, d'harcèlement aussi, ou bien l'effet des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on veut pousser le jeune à partager son mal-être et qu'il y ait en face une écoute. Les organisateurs s'inspirent du modèle australien et d'une question simple, est-ce que ça va aujourd'hui ? La santé mentale des jeunes est au cœur des enjeux de société. Le Mahana Day a pour vocation d'être reconduit chaque 5 du mois et jusqu'au 10 septembre pour la journée internationale de prévention du suicide. À Raiatea, on règle ses comptes à 2 mois des élections. Réunis en conseil municipal extraordinaire, les élus d'Uturoa ont voté la destitution du 3e adjoint au maire, Christian Hui-Otu, pour perte de confiance. Reportage Jessica Doucet. Les 27 conseillers municipaux étaient tous présents pour ce conseil exceptionnel. Après les débats, la question est posée, êtes-vous pour ou contre la destitution du 3e adjoint au maire ? Résultat du vote à main levée, 19 voix favorables contre 8 contre. La destitution est donc adoptée à la majorité. Que dire par rapport à ce qu'on peut me reprocher ? J'ai toujours été fidèle à la majorité, notamment sur le vote du budget, qui est le plus important dans une commune. Chaque année, j'ai voté le budget jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier. Et c'est le plus grand acte que l'on peut faire de confiance dans une majorité. Je n'ai jamais failli par rapport à ça. Quand on peut me reprocher, par contre, de donner mes opinions pendant le conseil municipal, c'est comme ça, je suis comme ça et je peux pas changer. Plusieurs de mes élus ont demandé de retirer ces délégations, chose que j'ai jamais fait auparavant, mais aujourd'hui, j'ai tranché parce qu'il a dépassé les bornes et je ne peux plus avoir confiance, c'est tout. Plusieurs fois, même à l'époque, ils ont failli aussi nous renverser dès le départ. Mais je n'ai pas tenu compte jusqu'à aujourd'hui. Dans la foulée, le conseil municipal procède à l'élection du nouveau 3e adjoint par bulletin secret. 2 candidats se présentent dans l'élu sortant, mais le verdict, dont le résultat diffère légèrement du premier vote, reste sans appel. Camille Moukamse est élu avec 17 voix contre 10, une majorité confortable. Pourquoi être représenté ? Parce que je n'ai rien à me reprocher.
et que j'ai toujours travaillé pour le bien de la commune. C'est donc à Camille Moukomsé que vous allez remettre toutes les délégations retirées à Christian Hui-Otou? Oui, et certainement d'autres délégations, parce que c'est aux mains de décider à qui il donne ces délégations, et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Un conseil municipal sous tension donc, mais aux conséquences limitées. Dans quelques semaines, toutes les cartes seront rebattues à l'occasion des élections municipales. Après l'actualité politique et judiciaire, place à la culture. La 23e édition du Festival international du film documentaire océanien se tiendra du 6 au 15 février à la Maison de la Culture. Un rendez-vous incontournable avec des dizaines de projections, des rencontres et des conférences également accessibles en ligne. Laura Théron, déléguée générale du FIFO, nous présente les grandes lignes de cette édition dédiée à une figure du festival, Marée Valleux, disparue au mois de novembre. Alors les grands rendez-vous annuels qui sont maintenant réguliers et pérennes, donc en premier les soirées du off, donc la 16e nuit de la fiction le vendredi 6 février, Fenêtre sur cour le samedi 7 février et puis cette année une carte blanche que nous offrons au Sundance Film Festival qui aura lieu pour l'ouverture du festival le lundi 9 février. Ensuite, dans les grands rendez-vous de la programmation grand public, on a des projections de films dans les 3 salles de la Maison de la Culture qu'on utilise pour les projections de films, donc le Grand Théâtre, le Petit Théâtre et la salle Mouria Veil. Là, c'est 24 films documentaires, moyens ou longs métrages que l'on diffuse. On aura également des ateliers d'initiation à l'audiovisuel et un bootcamp audiovisuel pour lequel on est encore en appel à candidature jusqu'à jeudi. Enfin, direction l'océan. Après plus de 10 ans d'arrêt, la formation d'éducateurs sportifs en VAA fait son retour. Des passionnés bientôt diplômés pour enseigner. Reportage Oriano Tefao. Si vous préférez avoir la pression à l'impact, c'est que pour tout un impact, on relâche alors à la... 12 stagiaires, 6 femmes et 6 hommes ont bouclé une formation pour un diplôme inédit sur le territoire conçu en Polynésie pour la Polynésie. Les nouveaux titulaires pourront entraîner tout type de profil, des enfants aux vétérans en passant par le sport santé et être payés pour le faire. Des formations sur ce qu'on appelle le tronc commun, les connaissances générales en matière d'accompagnement sportif, d'accompagnement pédagogique, d'accompagnement d'organisation générale de mise en place de projets et bien sûr d'accompagnement pédagogique spécifique sur le VA. La dernière session remontait à 2011, mais à titre expérimental. Celle-ci lance un dispositif essentiel pour le sport local. Elle avait débouché en 2015 sur la création officielle du diplôme, mais il aura fallu 10 ans pour qu'une nouvelle session voie le jour. Donc du 2 juin au 24 octobre 2025, la formation s'est terminée donc, à l'issue des épreuves de rattrapage en décembre 2025. Donc à l'issue des épreuves de rattrapage, et parmi les 12, il y en a 11 qui ont validé le diplôme. Donc dans un mois, on va procéder à la remise des diplômes officiels. La formation compte des profils variés, passionnés, éducateurs bénévoles et compétiteurs de renom au programme pédagogie, sécurité, anatomie, méthodologie d'entraînement. Alors justement, dans mon métier, on est amené à accueillir, enseigner le VA et encadrer les jeunes ainsi que des adultes dans cette discipline. J'attendais de ce diplôme d'avoir des connaissances plus dans l'anatomie, la physiologie ou encore le montage de dossiers ou de plans d'entraînement plus spécifiques, plus structurés. Et parmi ces 12 stagiaires, il y avait quand même la moitié qui étaient des femmes, qui est une opportunité quand même, puisqu'il n'y a pas assez d'entraîneurs femmes. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'entraîneurs femmes justement dans les clubs. La cérémonie de remise des diplômes aura lieu début février. Avec ces nouveaux encadrants, clubs, écoles et associations espèrent accueillir plus de rameurs, structurer l'enseignement et faire émerger les talents de demain. Et avant de se quitter, un point météo important. Les îles sous le vent et îles du vent sont en vigilance orange pour fortes pluies. Une large moitié ouest du pays reste en jaune pour les orages et la vigilance jaune vent violent est maintenue à Rapa. Ce soir, dans vos programmes, Ciné Nuit vous propose une soirée spéciale à série télé, puis la série MacGyver avec ses 2 premiers épisodes. Enfin, place à la mini-série Menace imminente. Très belle soirée à tous sur TNTV. Restez prudents, à demain, même heure.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.